Les vagues qui déferlent sur les côtes offrent un spectacle magnifique, mais on ne peut toujours en dire autant des vagues de réforme. Pour s'en convaincre, il suffit de reculer dans le temps. Le 14 novembre 1991, le président de l'Argentine, à l'époque Carlos Menem, vantait le vaste et ambitieux programme de réforme de son gouvernement lors d'une session mixte du Congrès américain. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis, et le contexte commercial argentin se caractérise par la persistance des risques de non-transfert et de non-convertibilité, l'ingérence du gouvernement dans les activités du secteur privé et de fréquents mouvements ouvriers. Cette mise en parallèle illustre le mouvement de flux et de reflux des actions de pays souhaitant accélérer les réformes du marché. Ces dernières années, l'évolution de la situation a soulevé des attentes au sujet des réformes budgétaires, structurelles et institutionnelles engagées par des gouvernements partout dans la planète. Des thèmes aussi variés que la sécurité sociale et les concessions industrielles font l'objet d'un débat public animé. Or, la panne de la croissance, notamment en Inde et au Brésil, en incite plusieurs à remettre en cause la capacité et la volonté des décideurs politiques de promouvoir certains de ces changements. Une nouvelle vague descendante est-elle en train de se former? Ou bien la vague de réforme actuelle est-elle encore assez puissante pour présenter de nouvelles occasions d'affaires aux entreprises canadiennes? À première vue, la conjoncture récente n'a rien de très prometteur. En effet, le potentiel de l'économie brésilienne demeure miné par le très notoire Custo Brasil, le coup de fer des affaires en Brésil. Et la réélection du gouvernement de Mme Rousseff n'annonce aucun changement de cap. Au Mexique, le gouvernement de Peña Nieto a réussi à passer des réformes décisives. Toutefois, les électeurs mexicains semblent nettement plus préoccupés par la reprise en demi-teinte de l'économie qui fait surgir le spectre d'une lassitude envers les réformes. Quant à l'Inde, ses perspectives continuent d'être assombries par la congestion du réseau de transport, par les retards bureaucratiques et par un Parlement réticent à adopter certaines réformes. En Indonésie, des intérêts particuliers et une coalition divisée pourraient forcer le président Jokowi à accepter des compromis à propos de certains éléments de son programme, ce qui risque d'accroître le désenchantement de bon nombre de ses partisans envers le système. Ce désenchantement est également présent au Japon. Frappé par une deuxième récession en 5 années et un soutien public battant de l'aile, le pays du soleil levant a dû reporter une nouvelle hausse de taxes. Cette décision remet en question la viabilité de la fameuse troisième flèche du programme de réforme structurelle. Ce genre de dénouement à contre-courant du scénario souhaité ne devrait guère nous ébranler. En Inde, M. Modi continue de captiver l'électorat en dépit de la suppression des subventions publiques au diesel et de la montée des prix de l'essence. Le fait que le président Jokowi a réussi lui aussi à augmenter le prix du carburant subventionné pourrait soutenir les efforts déployés en vue de répondre aux impératifs sociaux et infrastructurels à l'Indonésie. Au Brésil, le président Rousseff pourrait bien avoir tiré des leçons de son premier mandat, du moins si on en juge par l'adjudication récente de contrats visant des installations aéroportuaires et autoroutières au Brésil et par la nomination bien accueillie du Joaquim Levy au poste de ministre des Finances. Par ailleurs, on note des signes manifestes d'un regain de dynamisme de l'économie au Mexique, où la mise en œuvre récente de réformes viendra renforcer la compétitivité. Au Japon, les difficultés de l'opposition ont permis à M. Shinzo Abe d'obtenir un nouveau mandat, durant lequel il poursuivra son programme de réforme.
À mesure que les effets de la hausse de taxes d'avril dernier s'estompent et que la reconstitution nécessaire des stocks stimule la production, le retour de la croissance au Japon pourrait aider le gouvernement à lancer la flèche manquante de l'Abenomics, soit la croissance de revenus, et à préparer la voie à l'insaisissable cercle vertueux. De plus, le récent plongeon des cours pétroliers allégera le fardeau de pays importateurs nets comme le Japon. Le tassement des cours de l'or noir a aussi poussé bon nombre de producteurs de pétrole à reconnaître leurs propres besoins en matière d'assainissement budgétaire. Les régimes politiques au Moyen-Orient, d'ordinaire un terreau peu fertile aux réformes, doivent envisager de réduire leur déficit et de réorienter leur programme de dépenses vers des initiatives susceptibles de bonifier la productivité. La grande question demeure la suivante. Les gouvernements parviendront-ils à lancer et à maintenir cette myriade de réformes et, dans le même temps, à favoriser la croissance indispensable pour cimenter la confiance dans la reprise? Si une reprise mondiale viable est déjà en train de se matérialiser, et nous en sommes persuadés, les leaders qui font preuve de courage se verront confortés dans leur volonté d'adopter et de mettre en œuvre les réformes qui s'imposent. Conclusion, les vagues de réformes vont et viennent en fonction du contexte socio-économique du moment. Il y aura toujours des données atypiques et, dans ce cas, on devra se pencher de près sur les différences dans les notations. Mais la vague actuelle de réformes poursuit toujours sa course. Ce mouvement, s'il se maintient, pourrait apporter d'énormes richesses aux pays d'accueil et révéler des débouchés substantiels pour les entreprises canadiennes. Je suis Stuart Bergman. À la prochaine.